Bonjour à toutes et tous. Christophe Gau, voilà, je suis modérateur aujourd'hui de la session, pédopsychiatre. Et puis voilà, j'ai vraiment un grand honneur de recevoir ces excellents orateurs qui auront un temps certes restreint, mais on a travaillé ce moment pour que ça soit à la fois dense et riche autour d'une thématique qui est celle de l'analyse et de la réflexion critique au sens positif du terme de la science, de la recherche. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas la référence, pilule rouge, pilule bleue, on ne va pas aborder de la pharmaceutique. C'est vraiment, dans chacune des mains, on a une pilule. La pilule rouge étant, on va dire, l'ignorance satisfaisante, et la pilule bleue, la volonté d'une vérité potentiellement dérangeante. Et l'idée aujourd'hui est de trouver une pilule violette, en tout cas d'osciller entre les deux avec une critique nécessaire de la science, pour avancer, réfléchir dans une posture de dialogue, et bien sûr pour faire avancer la pédagogie, la clinique en psychiatrie. Et en fait, on va avoir un fil conducteur, un peu par hasard d'ailleurs, on s'est mis dans l'ordre des intervenants, qui va passer de l'analyse, de la critique, du fait de pouvoir tirer parti de la science vers l'implication forte des personnes concernées, avec un discours qu'on pourrait dire alternatif, mais scientifique, notamment impliqué en recherche. Voilà, donc je vais laisser ensuite la parole à nos intervenantes pour environ 10, 12, on va peut-être un petit peu dépasser, mais notre rôle est de cadrer ce temps. Et puis les questions du public, on les fera sans doute à la fin voilà, de l'heure et quart. Donc j'ai l'honneur et le plaisir de présenter le premier intervenant, monsieur François Gonon, qui est neurobiologiste, directeur de recherche émérite au CNRS, à l'Université de Bordeaux. Et puis un neurobiologiste pas comme les autres, parce qu'il a travaillé pendant 35 ans comme neurobiologiste, mais ses recherches actuelles portent sur le discours des neurosciences dans les médias, avec un propos qu'on va entendre, étayé, accessible dans certains articles, dans un livre aussi dans lequel les arguments sont vraiment bien développés, et que je vous invite à lire si ces questions vous intéressent. Voilà, la parole est à vous. Donc, oui. Bon, donc bonjour à tous et à toutes. Et, bon. Alors, pour commencer cette table ronde, je voudrais vous donner mon point de vue personnel sur une question. La question suivante, c'est où en est-on avec la psychiatrie biologique ? Premièrement, ce qu'on peut constater, c'est qu'à part quelques maladies génétiques rares avec symptômes d'autisme et de retard mental grave, pour tous les autres troubles mentaux, on n'a pas de biomarqueurs. Et là, je voudrais citer la professeure Marion Leboyer, qui a écrit en mai 2025, donc il n'y a pas longtemps, quelques mois, « Les diagnostics en psychiatrie sont purement symptomatiques, sans la possibilité de recours à des biomarqueurs objectifs. » Deuxièmement, les médicaments dont nous disposons actuellement sont soit des médicaments psychotropes découverts par les hasards d'observations cliniques dans les années 50 et 60, soit des molécules filles de ces premiers médicaments. Donc, parmi ces molécules filles, elles ne sont pas supérieures aux molécules initiales. Ce qu'on peut dire finalement, c'est qu'aucune cible moléculaire proposée par la recherche n'a abouti à une innovation thérapeutique majeure depuis 50 ans. Que disent les experts ? Stephen Iman et Thomas Insel ont dirigé successivement le National Institute of Mental Health de 2000 à 2015. Stephen Iman a écrit en 2018, je cite, « Même si les neurosciences ont progressé durant ces dernières décennies, les difficultés sont telles que la recherche des causes biologiques des troubles mentaux a largement échoué. » Quant à Thomas Insel, il a été interviewé par le New York Times en février 2022 et il a dit ceci, je cite, « Les recherches en neurosciences n'ont, pour l'essentiel, toujours pas bénéficié aux patients. Les USA sont le pays qui a le plus dépensé en recherche en neurosciences et en psychiatrie biologique, mais aussi le pays qui se distingue par l'état vraiment lamentable des personnes souffrant de troubles mentaux. La plupart des compagnies pharmaceutiques ont fermé les unes après les autres leurs centres de recherche de nouveaux médicaments psychotropes. Que disent les experts de cette industrie ? Premièrement, les neurosciences ne sont pas assez développées pour nous dire sur quelle cible moléculaire il faut agir. Deuxièmement, les modèles animaux des troubles mentaux
ne sont pas assez réalistes. Une souris schizophrène, bon. Troisièmement, comme il n'y a pas de biomarqueurs, c'est très difficile de faire des groupes de patients homogènes pour tester et voir si nos médicaments sont vraiment efficaces. Donc, l'industrie pharmaceutique arrête. Faut-il s'étonner donc de cet échec actuel de la psychiatrie biologique à éclairer la psychiatrie? Je crois qu'il faut quand même bien mesurer la difficulté immense. Et pour ça, je crois que c'est intéressant de comparer avec le cancer. Vous vous rappelez qu'en 1971, le président Nixon a déclaré la guerre au cancer, et en ces termes, je le cite, « Les temps sont venus en Amérique où les mêmes efforts qui ont permis d'emmener l'homme sur la Lune devraient nous permettre de vaincre cette effroyable maladie dans les 10 ans à venir. » 50 ans plus tard, et il y a effectivement des progrès partiels, mais avec des dépenses en recherche qui se montent en centaines de milliards de dollars, et pourtant, le cancer reste la deuxième cause de mortalité juste après le cardiovasculaire. Et pourtant, le cancer, c'est quelque chose de très facile. Il n'y a aucun problème. Hein, le diagnostic, il n'y a pas de doute, hein, la cellule est cancéreuse ou pas. On peut faire des modèles animaux, on peut faire des souris cancéreuses, on peut même faire des modèles cellulaires. On peut avoir des biomarqueurs pour faire des sous-types de cancer. Donc, tout ça, on ne l'a pas pour la biologie des troubles mentaux. Et donc, je crois que c'est comme ça qu'on peut mesurer la difficulté. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a rien appris de toutes ces recherches en psychiatrie biologique? Pas tout à fait quand même. Je voudrais donner 2 points qui me paraissent importants à souligner. Premièrement, les explications simplistes ont toutes été invalidées. Par exemple, on ne peut plus dire que le TDAH est un déficit de dopamine. Deuxièmement, plus on fait des recherches en imagerie cérébrale, plus on s'aperçoit de l'immense variabilité interindividuelle des caractéristiques du cerveau humain. Et du coup, on comprend comme maintenant pourquoi c'est devenu une tâche impossible que de faire du diagnostic en santé mentale à partir de l'imagerie cérébrale. Mais alors, il y a une autre question qui se pose. Comment se fait qu'on attend autant de la psychiatrie biologique pour éclairer le soin en psychiatrie? Alors oui, bien sûr, c'est mon travail depuis 15 ans. Les médias, effectivement, nourrissent cette attente, mais à leur insu. Parce qu'effectivement, il y a des écarts considérables entre les observations scientifiques d'une part et puis ce qui se dit dans les médias. Et ça a été tout mon travail depuis 15 ans avec mes collègues de comprendre comment ces écarts sont générés, quelles en sont les causes et quelles sont les conséquences. Là, je vais juste vous donner notre conclusion. Tous ces écarts, ils apparaissent dès les publications scientifiques. Les journalistes ne sont en rien la cause de ces écarts, ils ne font que les diffuser et les amplifier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au total? C'est qu'il y a un double discours. Et là, je vais vous citer 2 psychiatres américains de Harvard. C'est un article publié en 2019 dans la très prestigieuse revue New England Journal of Medicine qui nous parle de ce double discours et de ses conséquences. Paradoxalement, bien que les limitations des traitements biologiques soient largement reconnues par les experts en la matière, le message qui prévaut pour le grand public et le reste de la médecine est encore que la solution aux troubles mentaux consiste à faire correspondre le bon diagnostic au bon médicament. Par conséquent, les diagnostics psychiatriques et les médicaments psychotropes prolifèrent sous la bannière de la médecine scientifique, bien qu'il n'existe aucune compréhension biologique approfondie des causes des troubles psychiatriques ou de leur traitement. Le problème n'est pas simplement une question d'intégrité scientifique et intellectuelle. Cet état de fait influence la formation des soignants et le remboursement des soins. Il nuit gravement aux patients et aux praticiens. En conclusion, les perspectives cliniques de la psychiatrie biologique me paraissent quand même vraiment lointaines. Oui, il faut quand même continuer à faire des recherches en psychiatrie biologique, mais à mon avis, il faut surtout mettre de l'argent sur les recherches en neurosciences fondamentales, au point où on en est. Mais aussi, il faut mettre de l'argent sur les recherches en sciences humaines et sociales. Parce que c'est comme ça qu'on peut éclairer la prévention. Et tout à l'heure, dans la table ronde précédente, Sébastien Seita nous en a donné un magnifique exemple.
C'est ça qu'il faut financer, à mon avis. Oui, nous avons besoin de médecins psychiatres qui sachent prescrire et déprescrire pour chaque patient et pour chaque médicament en pesant bien le bénéfice-risque. Mais par contre, je crois que c'est vraiment prématuré que de vouloir compter sur la psychiatrie biologique pour réformer la psychiatrie. Je vous remercie. Bon, un grand merci, Monsieur François Gonon, pour cette intervention percutante et dense et percutante. Donc on prendra les questions à la fin. On aura un peu de temps en plus, parce que pour l'instant, on est vraiment à moins de 10 minutes même. Donc voilà, on propose d'enchaîner dans cette continuité de réflexion autour de la recherche et de critique, d'analyse, avec le professeur Florian Naudet, qui est PUPH et professeur de thérapeutique, psychiatre à Rennes. Je peux ajouter un petit mot sur ta présentation? Oui. Voilà, en tout cas sur les connaissances plus que reconnues sur cette question de la recherche, dont il va sans doute nous parler, et sur ces questions de reproductibilité, de biais scientifiques, même d'intégrité et de sciences ouvertes et transparence. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Bon, donc merci pour la présentation. Donc moi je suis psychiatre, je travaille aux urgences dans un vide juridique, j'ai appris ça ce matin. Je suis méta-rechercheur et donc je travaille dans le vide scientifique. Vous allez découvrir ça. J'ai pas lié d'intérêt particulier avec les entreprises du médicament et notamment de ceux que je vais discuter aujourd'hui. Alors je suis co-auteur avec François à côté, que je rencontre d'ailleurs pour la première fois, d'une étude sur les activités de plaidoyer de la Fondation fondamentale, et je relis de temps en temps pour prescrire. Voilà, donc mes deux collègues à droite et à gauche. Et voilà. Donc moi je fais de la recherche sur la recherche, ce qu'on appelle la méta-recherche, et vous m'avez demandé d'expliquer un peu ce que c'était. Donc c'est ce que je vais faire en prenant un peu des exemples. Donc la recherche sur la recherche, c'est une activité de recherche qui prend ses racines dans les méta-analyses, donc l'analyse, la synthèse des preuves du coup, et en ce qui concerne la médecine, donc de la médecine fondée sur les preuves, l'évidence-based médecine. Mais la méta-recherche, ça va au-delà juste d'évaluer comment un traitement fonctionne et s'il marche ou s'il ne marche pas, puisqu'on cherche à faire un pas de côté et on cherche à évaluer comment la recherche se fait et comment elle peut mieux se faire. Donc, je vais vous prendre un exemple concret. Un exemple récent, alors je n'ai pas les résultats encore parce que je suis en train de travailler dessus. Vous savez qu'il y a 2 semaines, là, il y a Donald Trump qui a relancé l'intérêt pour l'utilisation de l'acide folique dans les troubles du spectre de l'autisme. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Oui. Alors, il a dit 2 choses. Il a dit que le paracétamol, c'était la cause, et il a dit que le remède, c'était l'acide folique. Voilà. Donc, bon. Ça fait tout de suite sourire. Même ça fait penser que parfois, finalement, on est mieux sans gouvernement. Mais ils mettent en avant une étude. Voilà, une étude qui s'appelle l'étude de Panda, donc rien à voir avec les petits animaux mignons, mais un essai randomisé qui porte sur 80 patients, donc 20 patients qui ont reçu de l'acide folique et puis 20 qui ont reçu du placebo, donc la pilule bleue ou rouge, ça dépend. Mais quand on regarde cet essai de près, en l'examinant, donc ce qu'on fait quand on fait une activité de recherche de synthèse des preuves, en fait, on se rend compte rapidement qu'il y a des incohérences statistiques dedans, donc des données qui sont incohérentes. Ils vous donnent en fait la moyenne avant, la moyenne après et la variabilité, et ça c'est incohérent avec la différence de moyenne entre les deux. Et la différence, la variabilité qui est donnée pour ça. Si on essaie de reproduire les tests statistiques, on n'est pas capable. Et les données sont étonnamment homogènes, comme si les patients sont trop proches les uns des autres, trop beaux pour être vrais. Donc ça nous fait suspecter ce qu'on appelle une étude zombie. Une étude zombie, c'est une étude qui est morte sans possibilité de réparation. On dit ça pour ne pas dire étude frauduleuse, parce que si je vous dis étude frauduleuse, je me retrouve devant... je prendrai conseil auprès de Maître Maillet qui était là tout à l'heure, parce que sinon je me retrouve accusé. Donc c'est des études qui sont, pour nous en tout cas chercheurs, impossibles. Et quand on commence à faire la revue systématique sur l'acide folique, on n'en trouve pas une, on en trouve plusieurs, et on les détecte grâce à un outil qu'on a développé en méta-recherche justement pour les identifier, l'outil InspectSR. Puis quand on fait la recherche sur ça, c'est un vieux traitement, c'est pas quelque chose de nouveau, ça a été étudié forcément depuis longtemps, vous imaginez la vitamine, on se rend compte qu'il y a des vieilles études.
Et précisément, ces vieilles études, ben, on a du mal à les analyser parce qu'elles sont très mal rapportées. Elles sont très mal décrites, etc. Et ça me fait faire une première remarque sur ce que c'est que la méta-recherche. C'est quelque chose qui n'est pas là pour faire que critiquer ou que dire que les choses sont fausses, ou que les choses sont mauvaises, ou que les gens sont des fraudeurs, ou que les études, c'est des zombies. Mais c'est principalement quelque chose, en fait, pour permettre d'améliorer la littérature et améliorer la science. Et en particulier, si je trouve ces études très mal rapportées au jour d'aujourd'hui, c'est parce que depuis, les standards de reporting des essais ont considérablement évolué, ils se sont améliorés grâce à des initiatives comme l'initiative Consort, que ceux qui font des essais thérapeutiques connaissent, et un réseau qui s'appelle Equator, qui fait des guidelines pour les gens qui écrivent, pour ne rien oublier d'important. Voilà. Ça, c'est le premier point. La méta-recherche, ça sert à améliorer les choses, et pas seulement, et pas du tout d'ailleurs à dire qu'il n'y a que des problèmes partout. Donc, ce n'est pas pour baisser la confiance, mais au contraire, c'est pour renforcer la confiance dans une science qui est capable de s'interroger. Et là, face à des études zombies, on pourrait avoir plusieurs attitudes, et il y a plusieurs études dans le domaine. Il y a les gens qui se considèrent comme des détectives, on les appelle des sleuths. Ceux-là, ils vont traquer ces essais zombies, ils vont viser à corriger la littérature, et de temps en temps, c'est vrai qu'il faut prendre ses responsabilités parce que c'est important, ça évite des fausses informations et des traitements inefficaces et dangereux parfois. Il y a l'approche des méta-rechercheurs, c'est ceux qui vont essayer d'analyser le phénomène pour finalement décrire comment la science fonctionne, décrire le problème, décrire les causes du problème, et on va en parler un peu, et éventuellement trouver des solutions. Et puis vous avez aussi pas mal de gens par rapport à ces études zombies qui disent que finalement, ce n'est pas le problème, parce que la fraude en sciences, heureusement, c'est assez rare, et que ça ne vaut pas forcément la peine de s'y intéresser, parce qu'il faut mieux s'intéresser en fait à une menace beaucoup plus grave pour la reproductibilité. Ce sont les pratiques questionnables de recherche, c'est des pratiques que beaucoup de chercheurs font au quotidien et qui ne sont pas optimales. Une vaste zone grise, en fait, qui existe entre la recherche rigoureuse et la fraude qui est caractérisée. Et dans ces pratiques, vous avez le manque de puissance, vous avez les biais, vous avez le p-hacking, c'est-à-dire, alors là c'est un peu technique, mais en fait c'est la torture des données. Vous savez, les chercheurs, ils ont ce qu'on appelle des degrés de liberté, ils font des choix dans leurs analyses. Et bien si ces choix sont faits a posteriori, et bien finalement on peut faire tendre les analyses vers ce qu'on veut. Donc cette notion de degré de liberté, ça me fait penser au contrôleur général des libertés. Et nous, on est les contrôleurs généraux des degrés de liberté. En gros, on explore un petit peu ça. Et parfois aussi ce qu'on appelle le spin, c'est-à-dire l'embellissement des résultats, alors soit dans les publications scientifiques, soit au-delà dans la presse. Et c'est ce que, du coup, François vous décrivait juste avant. Voilà. Et tous ces problèmes, voilà, on les trouve dans la recherche en psychiatrie. Et on peut citer par exemple le biomarqueur des troubles bipolaires, là, qui a défrayé la chronique l'année dernière. Effectivement, quand on regarde les publications, il y a ces problèmes-là. Et ce n'est pas le problème de cette publication en particulier, c'est le problème d'énormément de publications en psychiatrie. Mais on les trouve aussi dans toutes les disciplines. Ce n'est pas le problème de la psychiatrie, ce n'est pas un problème en soi de la psychiatrie. Il y a plein d'autres exemples. Il y a des lunettes antidyslexiques qui sont formidables. Bon, vous avez peut-être entendu parler. Il y a la crise de la Covid, là, qui a mis le projecteur en fait, sur tous ces problèmes. Parce que forcément, les problèmes, ils étaient patents. Donc les gens qui proposaient de repositionner des médicaments, donc vous avez entendu parler d'hydroxychloroquine, de l'ivermectine. Il y a même des psychotropes. On a des psychiatres qui ont proposé d'utiliser la chlorpromazine, le Largactil, pour traiter la Covid. Qui était plutôt sérieux en le disant. Vous avez entendu parler du Lancet Gate à cette époque-là, et puis peut-être aussi vous avez entendu parler des réussites, c'est-à-dire que même s'il y a des problèmes qu'on essaye d'améliorer et qu'on essaye il y a aussi des réussites et il y a aussi des choses qui peuvent nous donner confiance dans la science. Et voilà. Donc c'est pas que la psychiatrie. Par exemple, nous dans notre CHU à Rennes, on sait que seulement 40% des études qu'on a terminées sont publiées. Et généralement, c'est plutôt les études qui trouvent des effets plutôt que les études qui sont pourtant informatives qui n'en trouvent pas. Ça ne concerne pas que la médecine. Le domaine de la reproductivité, c'est un domaine qui s'étend à beaucoup de champs scientifiques, en psychologie, en économie, en biologie du cancer, donc en préclinique. Et voilà. Donc la communauté scientifique est en train d'essayer de s'armer avec des solutions qu'on ne sait pas forcément si elles sont toujours très efficaces, parce que c'est dur à tester. Mais vous avez différentes initiatives. Donc par exemple les réseaux de recherche reproductible qui se développent un petit peu partout dans le monde. Et il y a des pratiques de recherche transparentes qui sont en train de se développer, qui sont en train d'être adoptées. L'enregistrement a priori, qu'on fait beaucoup dans la recherche thérapeutique, le partage des données, pour faire une transparence sur les données, permettre une reproductibilité des choses. Ce qu'on appelle les registered reports, donc c'est des publications qui sont acceptées sur la base de l'intérêt de la question de recherche et de la solidité de la méthodologie,
avant même d'avoir fait l'étude et avant même d'avoir les résultats. Ce qui empêche justement de publier sélectivement que des résultats qui seraient positifs. Et puis, il y a l'importance aussi de s'attaquer et de comprendre les causes structurelles qui nous amènent là-dedans. Et donc, ces causes structurelles, il y en a plein. Donc, effectivement, il y a la question des conflits d'intérêts économiques, parfois. Donc, les gens appellent ça Big Pharma ou idéologique. Et là, on n'a pas longtemps un collègue qui parfois critique la Miviludes, mais qui avait oublié de déclarer qu'il avait des liens avec une association qui était visée par la Miviludes. Donc c'est ce que j'appelle le Big Carmasque aussi. On a la compétition scientifique extrême, en fait, qui parfois nous pousse dans ces choses-là. Comme en sport, vous avez de temps en temps en fait, des gens qui vont dans le dopage. Bon, bah, nous, de temps en temps, on va dans les pratiques douteuses. On a une pression pour l'innovation et on a cette importance du mot innovation qui revient partout, alors qu'en science, il y a certes l'innovation, mais il y a aussi la reproductibilité des choses et aussi il y a la solidité. Et l'innovation biologique n'est pas forcément l'innovation thérapeutique. Et c'est ce qu'on a beaucoup dans la recherche actuellement sur les médicaments du cancer et c'est ce qui est en train d'arriver sur les médicaments de la psychiatrie. Beaucoup de nouveaux médicaments psychiatriques qu'on vous vend comme des innovations, par exemple la eskétamine, mais aussi on entend beaucoup parler en ce moment des psychédéliques, sont des médicaments qui sont entrés pour la eskétamine ou qui tentent d'entrer sur le marché, notamment aux États-Unis, sous cette option d'innovation biologique. Et dans ce contexte d'innovation, ce qui est considéré valide, ou en tout cas souhaitable par plein de gens dans le domaine de la cancérologie, et peut-être parce qu'on est dans une dimension de traitement, on va dire, compassionnel, c'est d'abaisser la barre du niveau de preuve. Mais le problème, c'est que quand on abaisse la barre du niveau de preuve et qu'elle est déjà un petit peu basse à l'origine, on n'arrive plus du tout à distinguer ce qui fait un traitement efficace d'une charlatanerie, comme l'acide folique. Voilà. Donc la méta-recherche, elle permet d'aborder ces enjeux de manière transversale autour de plusieurs axes, les méthodes, le rapport de la recherche, comment on l'écrit, la reproductibilité, l'évaluation et les incitatifs qu'on a aux chercheurs. Donc le but, c'est de réduire un peu le gâchis scientifique et d'augmenter la valeur de la recherche. Et je finirai par une conclusion, une phrase de Doug Altman qui disait qu'on a besoin de moins de recherche, de meilleure recherche et d'une recherche faite pour des bonnes raisons. Merci beaucoup, Florian Naudet. Moi, j'ai plein de questions qu'on gardera à la fin. J'espère que vous aussi. Et donc, on va passer la parole à Monsieur Philippe Schilliger, qui est médecin et rédacteur de la revue Prescrire, une revue qui est connue et reconnue pour son indépendance, son approche éthique et en même temps rigoureuse, et qui nous proposera une analyse critique de la littérature pour le soin, on pourrait dire, et directement pour les patients avec un exemple thérapeutique. Merci. Merci à la JPJA pour l'invitation de Prescrire. Alors, comme je vais parler médicaments, je vous déclare aussi que je n'ai aucun lien d'intérêt avec une quelconque firme vendant ou fabriquant des produits de santé, un médicament bien sûr. Comme tous les rédacteurs de Prescrire, on a 120 rédacteurs, 120 déclarations de non-lien d'intérêt. Chaque année, c'est une clause d'exclusion de l'équipe. Prescrire, je vais quand même vous en dire quelques mots, organisme indépendant à but non lucratif, qui vit que des abonnements à ses productions, sa revue mensuelle, Prescrire, mais aucune publicité, pas de sponsor, ni de subvention publique. Pour nous, ça a été le seul moyen d'avoir toute liberté pour analyser l'intérêt des médicaments pour les patients et pour pour élaborer des synthèses des connaissances qui soient suffisamment fortes pour la pratique. Être indépendant de tous les acteurs, pour nous, c'est important. Indépendant des firmes pharmaceutiques, bien sûr, qui ont la plus grosse puissance de frappe en termes de marketing et de lobbying, mais indépendant aussi des pouvoirs publics, qui ont une forte influence, indépendant des assureurs, dont la sécurité sociale, et indépendant des sociétés savantes. L'objectif premier pour nous, c'est fournir aux soignants des outils, des moyens concrets qui soient applicables à la pratique, toujours dans l'idée d'amélioration du service rendu aux patients. Pour ça, on a quand même développé depuis 45 ans maintenant une forte capacité en veille et recherche documentaire et en élaboration de synthèse méthodique des connaissances. Et tout ça en toute transparence. Tout est vérifiable, nos méthodes sont publiées.
Alors la littérature scientifique, ben oui, les travaux de recherche, oui, mais pas seulement, parce que dans le domaine du médicament, si on ne s'intéresse pas à ce que produisent les agences de régulation du médicament, si on ne s'intéresse pas à ce que produisent les organismes indépendants de synthèse des connaissances réputés un peu partout dans le monde, on a un biais majeur qui est qu'on a un scotum et qu'on ne voit pas tout ce qu'a dit Florian, c'est-à-dire les études non publiées, dont certaines sont quand même déposées auprès des agences. Donc il faut croiser les regards et pas se contenter des travaux de recherche, surtout vu l'état dans lequel que vous avez décrit de ces travaux de recherche. Alors je voulais plutôt appliquer ces grands principes à un exemple très concret qui nous paraît, nous, important pour les soins. Est-ce qu'en 2025, la clozapine est le neuroleptique le plus efficace? C'est une question qui peut vous paraître totalement bizarre parce que on pourrait dire la messe est dite. La clozapine, médicament ancien, commercialisé depuis les années 1991 en France, connu, mais en fait connu depuis la fin des années 70. Beaucoup la considèrent comme le médicament efficace, dangereux mais efficace, dangereux notamment par les agranulocytoses, je vais y revenir, c'est-à-dire perte des globules blancs neutrophiles et donc exposition à des infections graves, voire mortelles. Et donc ces deux faits l'ont fait réserver aux patients qui ont reçu un diagnostic de schizophrénie dite résistante, c'est-à-dire en fait après échec d'au moins 2 autres neuroleptiques auparavant. Mais très récemment, oui, des groupes de spécialistes se sont mobilisés, se sont même organisés en task force clozapine pour réclamer un accès beaucoup plus facile à ce médicament très efficace, au prétexte, selon la raison, que des patients qui pourraient en bénéficier ne reçoivent pas de clozapine parce que c'est une substance qui est difficile à surveiller. Il y a beaucoup de contraintes, des prises de sang hebdomadaires, etc. Vous connaissez tout ça. Alors quand on lit leur position, et aussi quand on lit dans beaucoup de méta-analyses les introductions, on s'aperçoit que ces positions font référence à un essai premier publié en 1988 par Ken, qui établirait de façon indubitable la supériorité de la clozapine sur les neuroleptiques, sur les autres neuroleptiques. Quand on regarde cet essai, son protocole, il est tout à fait approprié pour démontrer la supériorité d'une substance sur une autre. Et donc, la clozapine s'est révélée plus efficace que la chlorpromazine, le bon vieux Largactil, dans l'indication schizophrénie résistante. Bon. Est-ce qu'en 2025, un essai versus Largactil démontre que la clozapine est plus efficace que les autres neuroleptiques et les neuroleptiques dites de deuxième génération qui sont apparus, notamment par exemple le lanzapine, la kétiapine, qui sont des substances extrêmement proches chimiquement de la clozapine. Et donc, pour répondre à cette question, il faut le gold standard des essais contrôlés, randomisés, substance A contre substance B, un protocole rigoureux, des patients avec une situation clinique bien définie, semblable dans les deux groupes, et je passe tous les détails techniques. Et sinon, et si possible, 2 essais pour une même substance, parce qu'un seul essai, 2 essais permettent de limiter l'effet du hasard pour un résultat positif ou négatif. Qu'est-ce que rapporte la recherche documentaire? Puisque nous ne faisons pas de recherche, nous avalons toute la recherche que les autres font, mais on en avale beaucoup. On a 12 personnes pratiquement qui sont pratiquement consacrées à la recherche documentaire ciblée pour des questions pratiques pour les patients. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des études d'observation, des essais cliniques et des méta-analyses, de plus en plus de méta-analyses. Les études d'observation, elles ont leur intérêt, mais absolument pas pour démontrer l'efficacité d'un traitement sur un autre. Donc, exit les études d'observation. Les essais cliniques, beaucoup, mais beaucoup de biais. Alors, les biais de publication, tout n'est pas publié, mais aussi les biais de recrutement, les biais d'échantillonnage, des essais qui ne sont pas en double aveugle, des essais qui ne sont même pas en aveugle,
des essais où on ne sait pas à quel patient s'applique la recherche. Et donc beaucoup de résultats extrêmement variés. Le paysage est totalement informe. Oui. Et des méta-analyses. Alors les méta-analyses, pour beaucoup, ça devient le nec plus ultra de la recherche et des études. Non. Parce que les méta-analyses, la qualité d'une méta-analyse, elle ne dépend d'abord que de la qualité des essais qu'on veut bien inclure dedans. Et donc, mauvais essais, mauvaise méta-analyse. Alors, les méta-analyses, il y a de tout, c'est comme les essais. On a beaucoup de méta-analyses qui mélangent des études d'observation et des essais cliniques. Allez. On a beaucoup de méta-analyses qui mélangent des choux et des carottes, des patients qui ont vraiment eu des échecs répétés de neuroleptiques et des patients qui en sont juste à leur premier épisode psychotique. Donc, on a toute une variété de méta-analyses. Et donc, quand on descend encore un peu plus dans le tri et qu'on se concentre sur les méta-analyses qui ont suivi une méthode plus rigoureuse, ça veut dire qu'ils ont inclus que des essais randomisés de neuroleptiques. En plus, si possible, et il y en a des méta-analyses qui se sont intéressées aux données individuelles des patients et pas seulement à des moyennes mathématiques. Puisque les méta-analyses, c'est beaucoup d'analyses mathématiques. Alors les techniques mathématiques qu'on utilise dans les méta-analyses, en gros, pas tout le temps, hein, mais parfois, ça permet de faire dire ce qu'on veut au résultat. Vraiment ce qu'on veut. Et donc, quand on s'intéresse vraiment à ces méta-analyses, qu'on va loin dans leur tri, leur sélection, ce que fait Florian toute la journée, nous on le fait aussi collectivement, eh bien, la supériorité de la clozapine vis-à-vis des autres neuroleptiques de deuxième génération n'est pas établie. Bon. Voilà qui va à l'encontre de beaucoup de représentations. Qu'est-ce qu'on fait de ce résultat ? La pilule bleue était bien confortable, hein, on ne regarde pas ce qui se passe, mais alors la pilule rouge devient très inconfortable hein, avec la clozapine. Ce résultat, il est un peu déstabilisant. Alors en pratique, on peut toujours attendre une nouvelle recherche, mais aucune firme vendant des génériques de clozapine va financer des études qui pourraient démontrer éventuellement une supériorité, mais c'est très hypothétique. D'ailleurs, la firme qui vendait les Ponex en 2013 a fait le service minimum, elle n'a pas fourni à la HAS d'études démontrant vraiment la supériorité. Elle a donné une méta-analyse qui peut-être montrait peut-être un trait vers la supériorité, mais ce n'était vraiment pas sûr sur l'olanzapine, et seulement sur l'olanzapine, qui est la cousine de la clozapine. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ça en pratique ? Parce que c'est bien gentil, la recherche, la qualité de la recherche, mais il y a des soins, il y a des patients, il y en a qui ont quand même besoin de neuroleptiques. Qu'est-ce qu'on fait avec la clozapine ? Première réflexion, il n'y a pas lieu de diaboliser la clozapine. C'est un neuroleptique qui a une efficacité, qui a des dangers, alors qu'il y a des dangers graves. Et donc, il n'y a pas de raison non plus, il y a toutes les raisons, au contraire, de ne pas la banaliser. Et de bien surveiller, parce qu'il y a ces fameuses agranulocytoses. Alors, la task force a obtenu un allègement de la surveillance, c'est-à-dire qu'il y aura moins de prise de sang après un an de traitement. Oui, mais il y a quand même encore des agranulocytoses après un an. Hein. Il y en a beaucoup moins, hein, mais il y en a un patient sur 1000 fera une agranulocytose après la première année. Deuxièmement, il y a les myocardites et les péricardites. Troisièmement, il y a des troubles métaboliques. Quatrièmement, il y a des infections pulmonaires graves et d'ailleurs, des études beaucoup plus récentes, nous on va publier ça dans quelques mois, nous avons fait la synthèse des études sur les effets indésirables de la clozapine, ça va venir, mais donc on a plus d'hospitalisation pour effets indésirables qu'avec les autres neuroleptiques, si même on a moins d'hospitalisation pour raisons psychiatriques. Peut-être, mais apparemment, oui, il y a des études qui montrent qu'il y a moins d'hospitalisation pour rechute ou quoi que ce soit. Il n'empêche qu'il y a plus d'hospitalisation pour ileus, c'est-à-dire syndrome d'occlusion intestinale. On a plus d'hospitalisation pour agranulocytose, pour myocardite, bien sûr, et je vais bientôt conclure. Et donc, à surveiller de près cette clozapine, à utiliser quand on en a besoin, mais à bon escient le plus possible. Alors, c'est comme pour tous les neuroleptiques. Hein, qu'est-ce qui fait le choix d'un neuroleptique ?
l'efficacité est une petite chose. Je vous assure que je termine très vite. Là, les effets indésirables sont un conducteur du choix, mais aussi l'expérience du soignant, parce qu'on manie mieux ce qu'on connaît bien, mais aussi l'expérience des patients, parce qu'ils ont leur mot à dire à la fois sur le fait de prendre un médicament ou pas, mais aussi sur le choix de ce médicament, parce qu'ils ont déjà peut-être beaucoup expérimenté auparavant, plus que celui qui les prescrit. Pour conclure, et pour faire la transition avec les personnes qui vont parler après moi, je vous cite une seule méta-analyse qui est parue dans Lancet Psychiatrie de cette année, qui est de Schneider-Thomas. Sur le plan méthodologique, c'est une des plus rigoureuses. Et en plus elle a impliqué des personnes concernées à toutes les étapes de son travail, à la fois pour définir la question de recherche, mais aussi pour établir les critères de jugement des résultats, et enfin pour interpréter et analyser ces résultats. Merci. Bonjour, je me présente Antoine Vizier, donc psychiatre et membre du CA de la JPJA. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de passer après la parole à Madame Sarah Guillonnet, qui est ingénieure d'études et co-coordinatrice de la communauté mixte de recherche sur la pérédance à l'Université de Bordeaux. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Merci pour la transition qui était parfaite. Et merci aux organisateurs de nous avoir conviés, Enzo et moi-même, pour prendre la parole au nom de notre communauté et vous expliquer d'une part en quoi cette communauté s'inscrit dans une démarche de recherche participative et en quoi cette recherche participative peut être un levier pour développer des données de qualité et notamment en essayant de limiter certains biais. Donc d'abord, je vais commencer par vous dire quelques mots sur qu'est-ce que c'est que la recherche participative, s'il y en a parmi vous qui ne sont pas forcément très à l'aise avec ce terme ou qui n'ont pas idée de à quoi ça correspond concrètement. Selon la Charte française des sciences participatives en 2017, il s'agit d'une méthode où chercheurs et acteurs de la société co-construisent tous ensemble les étapes de la recherche. Donc, toutes les étapes de la recherche, c'est-à-dire à partir du moment où on définit la question de recherche et jusqu'à la publication et la communication des résultats, il y a toutes les personnes concernées par le sujet étudié qui participent à la construction des phases de cette recherche. Donc dans ce cadre, en santé mentale, un des acteurs clés, ce n'est pas le seul, mais c'en est un, qu'il est nécessaire d'impliquer dans cette recherche participative, c'est les usagers des services de santé mentale. Et quand on parle de qualité de la littérature scientifique et de ses biais, la participation des usagers en recherche représente justement une réponse concrète à plusieurs niveaux. Donc concrètement, qu'est-ce que ça apporte au niveau de la qualité des données, de faire participer les personnes directement concernées? Il y a différentes revues systématiques et différentes études qui nous disent par exemple que, ça permet de travailler sur des questions de recherche qui sont réellement pertinentes et prioritaires pour la société, les personnes concernées, en répondant directement à leurs besoins. 2, les données dont on dispose nous disent aussi que ça améliore la pertinence du protocole de recherche. Les usagers et les acteurs qui sont concernés par la problématique étudiée, quand ils participent, ils aident à garantir que les procédures de la recherche soient acceptables. Ils aident aussi à garantir le fait que la participation des personnes à la recherche va être plus agréable. Et donc, ce qu'on pourrait imaginer déjà dans un premier temps avec ces données-là, c'est que ça pourrait permettre de limiter l'attrition dans une étude. L'attrition, c'est l'idée qu'au fur et à mesure du protocole, les participants ils vont arrêter de participer. Ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Parce que soit c'est trop long, parce que soit c'est pas assez compréhensible, pas assez clair, pour plein de raisons. Donc le fait de faire participer les personnes concernées, en tout cas, pourrait permettre d'éviter ce biais-là. Ce que ça permet aussi, c'est de développer des outils de mesures qui sont davantage affinés, clairs et compréhensibles. Donc ça, on le sait. Et donc, on peut imaginer que ça permet aussi d'éviter les biais de mesure. Donc les biais de mesure, c'est l'idée qu'on va mesurer quelque chose, mais qu'on ne va pas le mesurer aussi bien que ce qu'on souhaiterait, pour plein de raisons, et que finalement, on ne va pas réellement approcher le phénomène qu'on souhaitait approcher initialement dans la recherche. Donc en faisant participer les personnes concernées, en faisant en sorte que les outils soient plus compréhensibles pour les personnes, on pourrait limiter ce biais.
Enfin, je finirai par dire sur ces questions de biais essentiellement que le fait de faire participer les personnes concernées, notamment à l'analyse des résultats, va permettre certainement d'éviter les biais de confirmation et d'interprétation des résultats en ne sélectionnant uniquement que les résultats qui vont dans le sens des chercheurs. Donc ça, on ne va plus, enfin, on va avoir moins tendance à faire ça parce que les personnes concernées vont aussi dire les résultats qui nous importent à nous, qui sont les plus importants pour nous, c'est ceux-là. Même s'ils vont pas, même s'ils vont à l'encontre des attentes du chercheur, ça permet aussi de prendre un peu plus de recul et d'éviter de se laisser biaisé par tout ça. Enfin, ce qu'on a comme données nous permet de dire que faire participer les personnes concernées, ça permet de recueillir des données de meilleure qualité en favorisant l'aisance des participants et leur volonté de partager des informations. Les participants vont avoir tendance à plus dire de choses. Et enfin, 4, ça rend les résultats davantage compréhensibles, davantage clairs, et puis aussi plus mobilisables directement par la société, par les personnes concernées, qui vont aussi participer à la diffusion des connaissances qui ont été créées. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est que les apports de cette recherche participative, ils sont multiples, et ils vont au-delà finalement de la qualité des données. Donc pour les usagers, c'est une valorisation personnelle, c'est plus de pouvoir d'agir, et c'est aussi l'acquisition de compétences en recherche. Pour les chercheurs, c'est une perspective innovante, mais c'est aussi la possibilité d'apprendre grâce au point de vue des usagers. Pour la société, c'est la possibilité d'avoir accès à des recherches qui la concernent et qui sont plus accessibles. Et pour la recherche elle-même, c'est la possibilité de développer des données, des preuves de plus grande qualité et qui sont utiles pour les terrains et les politiques de santé. Donc, la jeunesse de notre communauté, elle s'est basée sur cette conviction et sur ces constats-là, avec l'idée que développer la recherche sur la pérédance en santé mentale nécessite d'impliquer tous les acteurs concernés par la problématique, et ça dans un réseau de collaboration solide. Donc c'est ainsi qu'on a créé cette communauté qui est rattachée à l'Université de Bordeaux. Et notre objectif un peu global, mais je laisserai Enzo développer un peu plus le sujet, c'est de produire des données scientifiques fiables, utiles et mobilisables par tous les acteurs qui sont concernés par la pérédance en santé mentale en France. Donc Enzo va maintenant vous présenter concrètement comment on fonctionne et comment on essaye de faire de la recherche participative. Donc, pour continuer, j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Enzo Nushi, qui est co-coordinateur de la communauté mixte de recherche sur la pérédance de l'Université de Bordeaux et également médiateur santé pair. Merci beaucoup pour la présentation, merci Sarah et merci beaucoup à la JPGA pour l'invitation. Bonjour à tous et toutes. Donc, je m'appelle Enzo Nushi, je suis médiateur de santé pair depuis bientôt 5 ans. Je travaille actuellement dans un SAMSA à côté de Bordeaux, dans la ville de Senon. Et je vais vous expliquer, du coup, afin de comprendre comment fonctionne la communauté mixte de recherche et le processus d'élaboration de données scientifiques sur son sujet d'étude qui est la pérédance en santé mentale. Je vais vous présenter en détail l'organisation de la CMR et son fonctionnement. Donc, la CMR, c'est un projet de recherche dont les travaux préparatoires ont commencé en 2023 et dont les premiers financements sont intervenus en 2024. Personnellement, j'ai intégré l'équipe de coordination aux côtés de Sarah Guillonnet, ici présente, et du professeur Antoinette Proutot, qui est responsable du projet. Cette communauté, elle rassemble une grande diversité d'acteurs. Donc, il y a des chercheurs de différentes disciplines, en majorité en neuropsychologie. Il y a également des pairs aidants, des médiateurs de santé pair. Il y a également des personnes concernées, du coup, comme on l'a dit, par un vécu de difficultés psychiques. On choisit plutôt ce vocable-là plutôt que usager dans la communauté. Il y a également une personne tiers veilleur, alors qui est représentée par Luc Vigneault, qui est un père aidant assez célèbre et ancien dans le domaine, on va dire. Son rôle, lui, est de garantir que toutes les personnes concernées dont j'ai parlé auparavant soient bien entendues et bien respectées dans leurs paroles au sein de la communauté. On a également des représentants de familles et de personnes concernées, de familles de personnes concernées, pardon. On a des professionnels de la santé mentale qui nous accompagnent aussi sur le projet et des décideurs institutionnels comme l'ARS Nouvelle-Aquitaine ou le centre collaborateur pour l'OMS dont on a parlé ce matin aussi. Donc, toutes ces parties prenantes, elles sont impliquées à un même niveau d'égalité et ça c'est très important.
C'est une exigence très importante pour la CMR, au même titre de l'importance de s'appuyer sur des pratiques basées sur les preuves, avec un haut niveau de preuve. Cette CMR, du coup, elle fonctionne avec 2 niveaux principaux. D'abord, la CMR dite plénière, donc qui rassemble tous les participants que je vous ai présentés juste avant. Elle, la CMR plénière, elle agit comme le comité de pilotage du projet, elle prend toutes les décisions importantes, elle décide notamment des thématiques de recherche de la CMR, des modalités de recrutement des nouveaux membres, de l'organisation d'actions de communication, etc. Dans ces réunions-là, les réunions plénières, chaque participant a la même voix et peu importe son statut. Elle se réunit tous les 2-3 mois en visio. Et puis on a le second niveau qui sont les groupes de travail du coup. Ils sont plus restreints en nombre de participants et ce sont eux qui travaillent du coup sur les thématiques de recherche spécifiques qui sont identifiées par la CMR plénière. Donc le dialogue entre les deux niveaux de la CMR, donc à la fois les groupes de travail et la plénière, il est constant et c'est pour s'assurer de la validation et de la cohérence des travaux pour tout le monde dans la communauté. Donc actuellement, il y a 2 groupes de travail qui sont actifs. Vous avez un premier groupe de travail qui porte sur la pratique du dévoilement de soi des pairs aidants, donc je vais le détailler juste après. Et puis un second groupe de travail qui porte, lui, sur la transformation des professionnels et des pratiques par la paire aidance. Il fait partie lui-même, ce groupe-là, d'un axe qu'on a intitulé « Mécanisme d'action de la paire aidance ». Et cet axe-là, il comprend également un autre groupe, du coup, qui est qui va travailler sur la façon dont la paire aidance agit sur les personnes accompagnées. Chaque groupe de travail est coordonné en binôme par un pair aidant et un chercheur. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu plus concrètement qu'est-ce qu'on fait dans ce groupe dévoilement de soi, qui est le premier historiquement qui a vu le jour. Donc d'abord, le dévoilement, pour resituer, c'est la pratique pour un professionnel de partager une expérience personnelle avec la personne qui l'accompagne. C'est possible pour un pair aidant, mais c'est aussi possible pour d'autres professionnels. Le constat de départ qu'on a fait dans ce groupe, c'est qu'il existe des recommandations scientifiques sur le dévoilement de soi pour les professionnels, donc qui sont en substance pour qui se dévoiler, pourquoi se dévoiler, quand et comment. Mais on a constaté qu'aucune donnée n'était publiée actuellement concernant spécifiquement le dévoilement des pairs aidants. Ce groupe dévoilement, il regroupe des pairs aidants professionnels, des proches aidants également, des personnes concernées et des chercheurs. Le groupe, il a élaboré collectivement toutes les questions de recherche, dont la première est quels sont les vécus du dévoilement de soi du pair aidant, du point de vue de la personne qui est accompagnée par ce pair aidant. Le chercheur coordinateur, du coup, dans ce groupe-là, il a pour rôle d'expliquer comment concrètement se déroule une procédure de recherche, notamment la méthodologie et toutes les phases de la recherche. Et il se met à disposition des participants du groupe de travail. Il se met légèrement en retrait sur les propositions qui peuvent être faites pour se mettre vraiment à disposition de tout le groupe. Le groupe a ainsi pu choisir collectivement une méthodologie qui a été retenue et qui est l'approche mixte pour ce groupe. Donc une première phase qualitative avec des focus groups, donc des petits groupes de personnes, et une phase quantitative avec une enquête à plus large échelle sur le contenu recueilli lors des focus groups de la première étape. Donc les pairs aidants, ils ne sont pas seulement consultés dans ce groupe, ils seront concrètement les expérimentateurs des focus groups de la première phase. Ça veut dire que c'est eux qui vont mener la recherche, les investigations. Et les pairs aidants professionnels, ils interviennent en binôme dans ce contexte, dans des structures autres que leur propre lieu de travail. Ils ne vont pas demander qu'est-ce que vous pensez de mon accompagnement aux personnes concernées. Ils le font dans d'autres structures. La procédure du coup de l'expérimentation, elle a été expliquée par un des chercheurs du groupe, un peu le tuto comment ça se passe. Et donc concrètement, on peut dire que c'est une recherche pour les pairs aidants et par les pairs aidants. Aujourd'hui, on en est je vais vous dire un peu où on en est dans ce groupe. Le document du protocole de recherche est finalisé. Il a été suggéré par le chercheur et il est modifié à chaque remarque des participants du groupe. On a obtenu les autorisations éthiques nécessaires et la phase qualitative va donc bientôt démarrer. Cette recherche, du coup, elle a pour ambition d'apporter des connaissances scientifiques, mais aussi des outils, des accompagnements et même des formations, pourquoi pas, pour les pairs aidants sur ce thème. Et enfin, je termine sur le fait qu'il existe également un autre projet porté par la CMR, qui est le groupe Démocratie en santé mentale.
Donc, ce groupe-là, il est développé en partenariat avec le centre hospitalier de Jonzac, qui est un de nos partenaires sur ce projet. Et l'objectif de ce groupe, c'est d'identifier les leviers et les conditions de la participation des usagers au sein du pôle psychiatrique de l'établissement de Jonzac et de favoriser cette dernière. Nous avons notamment entrepris une démarche supplémentaire qui est d'évaluer au sein de ce groupe la participation des personnes concernées dans cette démarche, au sein même du coup de cette action de recherche de démocratie en santé mentale. Donc, cette démarche nous a permis de nous interroger sur nos propres fonctionnements et les modalités de la participation du coup des usagers dans la recherche. Et ça fait un petit peu écho à ce qui a été dit précédemment sur cette logique de recherche sur la recherche et de méta-recherche. Ce travail de réflexion qu'on a fait, il est également mené en collaboration avec une autre CMR qui s'appelle la Coresam, qui est la communauté mixte de recherche en santé mentale de Bretagne. Et on aura précisément l'occasion de revenir sur ces enjeux et cette collaboration le 6 novembre prochain à Lille, à la Société française de santé publique, dont le thème est la santé mentale cette année. Et on interviendra avec eux. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci. Merci pour cette intervention. J'ai le plaisir et l'honneur pour poursuivre et conclure cette table ronde, de vous présenter Madame Céline Le Tailleur, qui est fondatrice de l'association Affreux, Sale et Méchante, et également père doctorante en santé publique sur les savoirs expérientiels. Et il reste pas mal de temps, on est un tout petit peu en avance, donc voilà. Cool. Alors je viens de comprendre que je suis invitée pour parler de la recherche participative. Et comme je viens de le comprendre, c'est pas du tout ce que j'ai préparé. Je préfère le dire. Alors d'abord, joyeux anniversaire. Et puis merci pour l'invitation et l'organisation. Et mes humbles hommages à toutes les personnes présentes aujourd'hui. Alors je lisais dans le train un article de Baptiste Gaudry sur l'extractivisme scientifique où il explique qu'il y a deux processus qui se mettent en place pour que des personnes directement concernées soient invitées dans ce type d'entre-soi. C'est la mimésis et la cooptation. Alors je ne sais pas par qui j'ai été cooptée. Et la mimésis, ce n'est pas vraiment quelque chose que je pratique. Donc je voulais juste préciser que je vis dans une écologie des savoirs où il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'ordre de grandeur. Seule la pertinence située guide. Je ne sépare pas le sentir du penser, comme le chercheur colombien Falsborda. Et donc j'insiste sur l'importance de penser avec le cœur et de sentir avec la tête. Alors une petite remarque, il y a une parité de genre dans le programme des 2 jours, donc c'est quand même à signaler. Et il y a 15% qui se reconnaissent père aidant, père chercheur et médiateur en santé père, je vais le répéter plein de fois pour que ça rentre. Donc je vais situer mon propos. Je suis ici aujourd'hui parce que les discours sur l'abolition de l'isolement, de la contention, de la contrainte et de la coercition, et ce, sur la déprescription, s'institutionnalisent et que les pratiques se transforment. La littérature scientifique tient une place décisive dans ces changements. Alors, je ne viens pas vous convaincre de quoi que ce soit, je viens vous faire part de mes interrogations. Donc, si vous ne comprenez rien, c'est normal, c'est que moi non plus, je ne comprends pas bien. Voilà, donc je ne sais pas si on a une définition commune de ce que c'est la littérature scientifique. Donc je vais vous expliquer que cette année, en fait, j'ai repris des études et du coup, d'un côté, la littérature scientifique, c'était me plonger dans la pensée de Ricoeur, découvrir la phénoménologie, l'épistémologie. Et donc, d'un autre côté, j'ai été embauchée comme technicienne d'études cliniques dans un laboratoire qui s'appelle l'ISPAM, donc en santé publique, où là, j'ai découvert comment on fait une revue parapluie, par exemple, comment
comment on utilise Prospero, les biais, les critères d'exclusion, d'inclusion, tout ça. Et donc, voilà, ça m'a questionné sur de quoi on parle quand on parle de la littérature scientifique. Voilà, et donc du coup, j'arrive un peu perplexe ici parce que toute cette année, ça a été ça. Ça a été comme si je naviguais entre deux mondes, en fait. Et ce que j'ai entendu là, c'est bien que les sciences humaines et sociales ont une place à jouer dans la littérature scientifique et les données probantes. Et donc, du coup, dans le cadre de l'association Affreux, Sale et Méchante, on lit la littérature scientifique. Et on fait de la méta-recherche, dans le sens où on fait de la recherche participative sur la recherche participative. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous raconte. Et donc, du coup, il y a un courant qui est un peu connu, qui s'appelle l'activisme basé sur les preuves. Voilà, et donc cet activisme-là, il cherche à redistribuer des compétences, à proposer des nouvelles formes de collaboration dans la production, la discussion et la diffusion des connaissances. Et donc, dans le cadre de mon doctorat, donc je suis doctorante pair, je tiens à préciser cette dénomination. On parle beaucoup de pairs aidants et d'accompagnement par les pairs. J'aimerais qu'on parle aussi de la formation pair et de la recherche pair qui se développe un peu en France. Et donc, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais vous glisser deux gros mots qui m'ont travaillé cette année, qui sont la justice épistémique et l'épistémologie du Sud. Alors, sur la justice épistémique, moi aussi je vais citer, c'est toujours classe de citer, donc je vais citer Sousa dos Santos, donc un théoricien du Sud, qui dit « L'efficacité de l'utilisation contre-hégémonique des outils hégémoniques dépend de la conscience qu'on a des limites de cette utilisation. » Pour moi, on est au cœur du sujet. Nous avons toutes et tous conscience que la science n'est ni neutre, ni objective, ni universelle, et que toute donnée probante est située et qu'il y a toujours des biais. Donc, au-delà des prems ou des proms, il y a une brèche. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Il y a une brèche par l'institutionnalisation de ce gros mot, la justice épistémique. Donc, c'est quoi la justice épistémique? C'est un concept. C'est un concept qui, comme vous l'avez dit, invite à reconnaître et à valoriser les savoirs des personnes et des groupes qui subissent des injustices, en particulier ceux qui sont directement concernés, traditionnellement ignorés, invisibilisés ou considérés comme inférieurs dans la production et la transmission des connaissances. Donc aujourd'hui, il existe, si on cherche un peu, de nombreux outils pour intégrer cette perspective dans nos pratiques, en favorisant le sensible, en favorisant la pluralité des savoirs et des acteurs et actrices à toutes les étapes des recherches. Donc l'injustice épistémique, c'est bien un biais dans la production de données probantes. Alors voilà, ça c'était pour les injustices épistémiques. Pour les épistémologies du Sud, en fait c'est un peu le même biais, parce que ça montre que l'économie de la connaissance, donc je parle bien de l'économie, elle est contrôlée par les institutions du Nord. Et le Nord est le site principal du traitement des données. Donc il se doit de lire en langue anglophone les revues, de connaître les théoriciens, d'appliquer les méthodologies, de participer à des colloques, de trouver un emploi, de publier, de faire carrière, d'être reconnu par les institutions du Nord. Cette économie produit des structures de centralité et de marginalité de masse. Par exemple, Mikocha, en 2016, démontre que le capacitisme, ou le modèle social du handicap, est androcentrique et ethnocentrique, par un processus universalisant la conception occidentale du handicap
et que les questions du handicap ont un aspect différent vu à l'échelle mondiale dès lors que l'on accorde la priorité à l'expérience des personnes colonisées et aux savoirs autochtones. Donc, une des stratégies de production de connaissances par les communautés autochtones, c'est de revendiquer la souveraineté des données et d'en contrôler l'accès. Je vous ai perdu ? Alors, ces deux gros mots, justice épistémique et j'ai du mal à lire, et épistémologie du Sud, sont des pistes, des multipistes, qui permettent des méthodes hybrides et qui forcent à l'indiscipline scientifique. Pour conclure, la production de connaissances de données est un processus radicalement politique où le travail probant doit faire preuve des évolutions ou révolutions avec le R entre parenthèses, c'est la mode, nécessaires pour y ancrer la justice épistémique. Donc les discours sur l'abolition de l'isolement, de la contention, de la contrainte, de la coercition et ceux sur la déprescription s'institutionnalisent et les pratiques se transforment. Les discours et les pratiques sur le faire science, faire preuve et faire connaissance autrement vont s'institutionnaliser et se transformer. Je ne sais pas si on aura le temps ni l'espace pour échanger, discuter, controverser les consensus, mais de nombreux espaces existent déjà, notamment sur la science ouverte, l'intégrité et l'éthique, les sciences et recherches participatives, les approches narratives, le courant post-extractiviste, la science avec et par la société, même s'il n'y a plus de financement. Et nous pouvons en créer et en proposer d'autres. Je nous invite alors simplement à nous questionner sur nos perceptions, nos représentations de la littérature scientifique et de la preuve, et de nous déplacer sur la question de la reconnaissance. Pendant cette table ronde, selon quels critères avons-nous validé les hypothèses formulées ? À qui et selon quels critères avons-nous attribué du crédit, de la reconnaissance quant à la robustesse, l'objectivité, l'expertise de la démarche présentée ? Selon quels critères avons-nous adhéré ou non à une proposition ? Voilà, je voulais conclure là-dessus parce que ça fait un lien avec la table ronde de cet après-midi sur les mécaniques de la stigmatisation. Et je serais très heureuse d'écouter vos réponses à ces questions. Et je n'ai pas de conclusion.